Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment gérer le stress quand on est entrepreneur, quand on est chef d'entreprise, en fait quand on bosse beaucoup, qu'on a beaucoup de responsabilités et qu'on doit assumer tous les problèmes seul et qu'on est responsable individuellement en fait. Pour info, je ferai ça à partir de maintenant au début de chaque vidéo. Je vais donner une note entre 0 et 10 en termes de complexité d'accès à la vidéo, à quel point est-ce que je parle de sujets complexes et techniques. Là aujourd'hui, je considère que c'est une vidéo 2-3 sur 10. Nombreux sont ceux qui pourront s'y reconnaître. C'est une vidéo qui est pas très complexe, qui est pas indigeste, quoi. Si tu veux avoir une idée sur ma chaîne, petite vidéo de 5 minutes, par exemple, sur la douche froide et le jeûne intermittent, c'est de la vidéo 1 à 2 sur 10. Et de la vidéo 10 sur 10, ça va être la vidéo qui s'appelle le piège des gourous de la spiritualité. Celle-là, faut s'accrocher. Et en plus, on avait eu un problème de son. Le son était pas terrible, donc ça rajoute une contrainte supplémentaire. Mais elle vaut le coup. Si tu t'intéresses vraiment à mon contenu, je te conseille vivement d'aller voir cette vidéo. Et ceci dit, on est parti. Je t'ai fait une petite presse. Enfin, mon agent IA t'a fait une petite presse, faut pas abuser. L'idée, c'est quand même de travailler de manière efficiente, de mobiliser un minimum d'efforts pour un maximum de résultats. Et il est hors de question de faire des présentations soi-même. D'ailleurs, parenthèse qui me vient, si ça t'intéresse, si t'as compris le potentiel d'utiliser des agents IA pour te soulager dans ton taf et prendre un peu l'ascendant sur tes concurrents, mais que tu galères parce que t'es pas un tech, t'es pas dev comme moi, que tu vois l'intérêt, mais que ça te frustre parce que tu sais pas comment mettre ça en place, tu sais pas par recommencer, mets-moi un commentaire ou contacte-moi sur Instagram ou où tu veux. Moi, je pourrais te connecter avec des gens qui savent faire et qui ont fait pour moi, par exemple. Voilà, ceci étant dit, stress et anxiété, ce que personne ne te dit quand tu es entrepreneur. Les vraies causes, les vrais mécanismes et ceux qui marchent. Proposition de valeur très alléchante, n'est-ce pas? D'abord, on va commencer avec quelques chiffres parce que c'est quand même assez édifiant, je trouve. Je vois pas mon écran parce qu'il y a trop de soleil et ça c'est vraiment terrible comme problème, trop de soleil. 72% des entrepreneurs qui souffrent de problèmes de santé mentale. Les entrepreneurs sont 2 fois plus à risque de faire des dépressions par rapport à une population générale, 6 fois plus à risque de développer du TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, et près de la moitié ont vécu au moins un épisode de problématiques de santé mentale dans leur vie. Alors, ok, c'est intéressant d'avoir ces stats, mais j'aimerais mettre un petit bémol, faut en tout cas donner un peu de perspective. On ne sait pas si c'est la vie d'entrepreneur qui induit tout ça, de par les contraintes qu'elle représente, qui plus est quand on est entrepreneur en France, ou si les gens qui intrinsèquement sont plus sujets à la dépression, aux troubles de santé mentale, aux troubles déficitaires de l'attention, etc., sont plus attirés par des carrières d'entrepreneurs. Peut-être parce que ça leur convient mieux le côté incertain, chaotique, moins linéaire, moins ennuyeux, ou peut-être parce que c'est des gens qui ont essayé comme les autres de s'inscrire dans un mode de vie traditionnel en tant que salarié dans les entreprises traditionnelles, sauf qu'ils n'ont pas supporté. Ils n'ont pas supporté parce que la hiérarchie ils supportent pas de travailler avec des gens qu'ils n'ont pas choisis, etc. Donc on sait pas, c'est l'œuf ou la poule en fait. On ne sait pas si c'est la cause ou la conséquence, mais peu importe. La réalité, c'est que les chiffres sont là, quoi. Les entrepreneurs sont particulièrement sujets à tous ces troubles, sont particulièrement sujets au stress chronique et sont particulièrement à risque. C'est pour ça que j'aime bien m'adresser à eux, parce que, en plus, je les connais bien, parce que j'en suis moi-même. Petit détail aussi, tous ces troubles-là, pareil, peuvent être des causes ou des conséquences d'un état de stress chronique et d'anxiété. Ça, c'est important de le comprendre. Le burn-out. Tant qu'on l'a pas vécu, on se rend pas trop compte de ce que c'est. Un vrai burn-out, c'est vraiment quand vous avez tellement tiré sur la corde, quand vous avez tellement été en zone rouge, quand vous avez tellement fonctionné en sur-régime pendant tellement longtemps que, à un moment, vous n'arrivez même plus à vous lever le matin. Vous avez tellement ignoré les signaux faibles que le signal fort arrive et le signal fort, c'est erreur 404, le système ne répond plus. Et le problème d'un burn-out, c'est que quand vous arrivez à ce stade, ça veut dire que vous avez fait de gros dégâts et potentiellement des dégâts irréversibles sur votre équilibre psychologique, physiologique et biologique. Donc l'idée, c'est quand même de pas en arriver là, quoi. D'être dans la prévention plutôt que dans la guérison. Quelques chiffres du coup, 3,2 millions de salariés en burn-out sévère en France en 2024. J'ai envie de dire, il suffit de parler aux gens et il suffit d'observer le monde autour de nous pour voir le nombre de gens, et là on parle des salariés, qui sont dans un profond mal-être, qui détestent leur boulot et qui sont épuisés, au point de se faire des arrêts maladie de manière un peu intempestive. D'ailleurs, je vous renvoie à un documentaire extrêmement drôle, on se croirait dans le Groland, qui est sur YouTube, sur les arrêts maladie en France, où on voit notamment un mec qui vit à Monaco. Incroyable, le type, il a développé un site web où les gens peuvent aller et se faire un arrêt maladie en 3 clics. Parce qu'en fait, dans la loi, il y a un vice de procédure. Il faut que l'arrêt maladie soit signé par un médecin pour être valable. Mais c'est pas précisé si ça doit être un médecin français. Donc le mec, il a dit, OK, vide juridique, faille, je m'engouffre, je crée un site. Il y a des médecins qui sont connectés, des médecins du monde entier qui peuvent signer des arrêts maladie. Les gens se font faire des arrêts maladie et basta. Ils gagnent plein de fric. Les gens, ils vont en arrêt maladie. L'État français paye, parce que c'est tout ce qu'il sait faire, prélever de l'argent et payer pour tout le monde comme si c'était des gosses. Et voilà, système de débile. Mais bref, ceci étant dit,
3,2 millions de salariés en burn-out en 2024. Je sais pas pourquoi Claude m'a mis hyper burn-out. Faut pas abuser non plus, hein, pas besoin de superlatif. C'est déjà suffisamment grave comme ça. Mais donc si on en croit cette statistique, selon laquelle les entrepreneurs sont 2 fois plus à risque de dépression, bah, ça voudrait dire que, bon, dépression, burn-out, on met ça dans le même panier, même si c'est pas la même chose. Ça veut dire que des entrepreneurs en burn-out, il y en a un paquet, qui sont dans un état d'épuisement critique. Là, on nous parle un petit peu du coût annuel des burn-out pour les entreprises. Bah oui, évidemment. Un salarié qui ne sait pas bien se traiter, qui s'épuise et qui fonctionne en sur-régime, bah, c'est un salarié qu'il va falloir payer puisque le système du travail en France est extrêmement rigide et ça va représenter un coût exorbitant pour les entreprises. Alors, l'avantage et l'inconvénient pour l'entrepreneur, c'est que le coût exorbitant, c'est lui qui l'amortit. C'est pas l'entreprise derrière. Il n'y a pas de proxy en fait. Si vous êtes entrepreneur et que vous êtes en burn-out, à moins d'avoir une prévoyance, machin, mes couilles, toutes ces conneries d'assurance, il n'y a pas que du mal à ça. Si vous êtes en burn-out, vous pouvez plus bosser et vous faites plus de chiffres. D'où l'intérêt de savoir déléguer d'ailleurs. Et ça représente du coup 12 milliards de journées perdues dans le monde chaque année. J'aime bien avoir ce genre de chiffres, ça permet de se rendre compte un petit peu des ordres de grandeur. Donc vous imaginez, encore une fois, là on parle du monde des salariés, mais quand même ça permet de se rendre compte, vous imaginez la perte de productivité induite par la recherche de l'hyperproductivité, puisque la raison pour laquelle autant d'êtres humains qui travaillent finissent en burn-out, c'est parce qu'ils sont pris dans un système qui cherche à les essorer au maximum et à les rendre hyperproductifs au détriment de leur propre rythme biologique. Et il n'y a pas que le travail qui les épuise, il y a tout ce qu'il y a à côté. Mais prenons l'exemple de l'entrepreneur. L'entrepreneur qui finit en burn-out et qui du coup devient inapte à travailler, à produire de la valeur, à développer son entreprise, bien souvent il finit en burn-out parce qu'il est tombé dans le piège de l'hyperproductivité, de l'obsession de la productivité, du contrôle. Et en fait, souvent, il aurait fallu qu'il accepte au miracle de se reposer, qu'il accepte la cyclicité, qu'il accepte qu'il ne puisse pas toujours être au top de sa productivité et de sa forme, pour durer sur le temps long. Donc en fait, c'est complètement con d'être obsédé par la productivité. Mais ça, c'est l'explication rationnelle. Souvent, derrière, il y a des mécanismes irrationnels. Au niveau de l'affect, les gens sont incapables de se reposer parce qu'ils sont bourrés d'injonctions hypnotiques. Dans leur éducation, on leur a dit que machin, mais on va voir ça un peu plus tard dans la vidéo. Voilà, donc les chiffres sont absolument effrayants. Ah, rappel important, je le rappelle à chaque fois, mais je le rappellerai encore aujourd'hui. Ne pas confondre stress et anxiété. Le stress, ça n'est pas mal. Le stress, c'est notre meilleur ami. C'est grâce à lui qu'on performe. C'est grâce à lui qu'on est capable de s'adapter à l'environnement. C'est grâce à lui qu'on est capable de faire de l'hormèse. L'hormèse, c'est la capacité à se renforcer face aux exigences de l'environnement. Le stress ne devient un problème que quand il est trop présent, de manière trop constante, sans interruption, et qu'il devient trop exigeant pour nous, en fait. Parce que le stress, c'est exigeant. Produire une réaction de stress, ça mobilise de l'énergie. Quand on n'a pas d'énergie à disposition, eh ben, on n'est plus capable de produire une réaction de stress. L'anxiété, maintenant, on va associer ça à quelque chose de négatif, à un sentiment de mal-être, à des pensées négatives, à de la phobie sociale, à toutes ces choses-là. Et souvent, l'anxiété, c'est la conséquence d'un stress qui a été chronique et qui a été mal géré, d'un stress en excès qui a trop tiré sur la corde et qui a dépassé les capacités du système humain, de l'organisme humain, à mobiliser de l'énergie. On ne confond surtout pas les deux. Je sais qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne comprennent pas ce que c'est le stress. Et quand on leur parle de stress, en fait, ce à quoi ils pensent, c'est l'anxiété. La définition qu'ils ont en tête, c'est l'anxiété. Donc, petit rappel, le stress, c'est la réponse d'adaptation du corps à une agression extérieure. Une agression extérieure, ça peut être la nécessité de gagner beaucoup d'argent, ça peut être le froid, la pollution dans l'air, le bruit, une voiture qui vous fonce dessus, c'est tout ça. Ça date des années 30. Anne Selly qui a théorisé ça. L'anxiété, donc, conséquence d'un stress chronique non résolu. Non résolu, ça veut pas dire grand-chose, je vous l'accorde. Ça peut vouloir dire conséquence d'un stress chronique non extériorisé. Et là, je vous renvoie aux travaux d'Henri Laborie, vers lesquels je vous renvoie à chaque fois. Face à un stress, face à un stresseur, le stresseur, c'est la source, et c'est différent de la réaction de stress. Face à une source de stress, on a 3 réactions possibles. Le combat, l'inhibition ou la fuite. Donc, un stress chronique non résolu, ce serait quelqu'un qui resterait en état d'inhibition et qui n'aurait aucun moyen d'extérioriser toute cette énergie. Toute cette énergie qu'il a mobilisée au niveau biologique pour réagir à un stresseur. Donc, agir sur le stresseur ou sur ta réaction au stress, c'est 2 choses complètement différentes. Et là, vous voyez ce petit tiret horizontal dégueulasse qui trahit l'utilisation de l'IA. Mais je m'en branle. Parce que là, c'est pas un post LinkedIn. Next slide. Le stress suit 3 phases. La première phase, c'est la phase d'alarme. Le corps va mobiliser ses ressources,
face à une agression extérieure. C'est très bien. C'est un mécanisme d'adaptation qui est extrêmement bien rodé et qui a permis à l'espèce humaine de survivre jusqu'à aujourd'hui et de se hisser en haut de la chaîne alimentaire, en fait, de dominer absolument toute la biosphère et toute la planète. Si on n'avait pas cette capacité d'adaptation de par le stress, je sais pas où on en serait, mais à mon avis, on n'en serait pas bien loin. On serait peut-être en train de tailler des cailloux. Donc, la phase d'alarme, qui est une phase où notre système scanne l'environnement, se met en alerte et va mobiliser de l'énergie via les glandes surrénales pour balancer du cortisol, de l'adrénaline, encore une fois. Si vous n'avez pas les bases, ouais, je sais que j'ai dit que cette vidéo était pas très technique, mais quand même, si vous n'avez pas les bases, vous allez sur ma chaîne, vous descendez. Il y a une série de vidéos qui s'appelle 1 heure pour. Il y en a 4. Il y en a une sur l'addiction au téléphone, une sur la nutrition, une sur repos et performance et une sur stress et anxiété. Dans cette vidéo sur stress et anxiété, je vous explique tout ça en détail. Voilà, allez voir ça. Donc, phase d'alarme. En deuxième, phase de résistance, où tu tiens, mais à quel prix? L'organisme va compenser en permanence. En gros, t'es tout le temps en stress parce que t'es tout le temps soit soumis à de réelles agressions extérieures, soit à des agressions perçues, peut-être subjectivement perçues. Par exemple, si tu as eu une enfance chaotique et que t'as pas été sécurisé au niveau émotionnel et que tu te sens pas en sécurité dans le monde, tu te sens en permanence agressé. Donc tu es en permanence dans un état de stress. Difficile d'entreprendre dans ces conditions d'ailleurs, et c'est ce que font beaucoup de gens malheureusement. Et donc, tu es tout le temps en train de mobiliser tes ressources. Et donc tu résistes, tu tiens. Et tu finis par t'épuiser, la phase 3. La phase 3, pendant laquelle tout va lâcher, le corps ne peut plus compenser, c'est le burn-out. Puisque finalement, un burn-out, c'est quoi? Ça n'est autre qu'un épuisement des glandes surrénales. Les glandes surrénales, ce sont les les glandes qui sont au-dessus des reins et qui ont pour rôle de produire les hormones associées au stress, associées à la réaction, à l'activité. Le cortisol et l'adrénaline pour les plus connus, noradrénaline, etc., etc. Voilà, je voulais revenir sur ce schéma, sur ce process, parce qu'il est important. D'ailleurs, par rapport à ce que je vous disais sur cette slide-là, où je disais l'œuf ou la poule, est-ce que c'est l'entrepreneuriat qui provoque ça ou est-ce que c'est les gens qui sont sujets à ça qui se tournent plus facilement vers l'entrepreneuriat? Eh bien, j'ai envie de dire que je connais énormément de gens qui se tournent vers l'entrepreneuriat et qui décident donc de bâtir une entreprise sur des fondations fragiles, des fondations psychologiques fragiles. Ce qui fait que c'est encore plus difficile pour eux, déjà que c'est pas évident, pour des raisons fiscales et autres, des raisons évidentes. Mais pour eux, c'est encore plus difficile parce qu'ils jouent en mode difficile. De base, ils sont hyper sujets au stress. Ils ont une tolérance au stress qui est réduite. Ils ont une incapacité à tolérer l'incertitude, le chaos et l'inconnu. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, ils ont tendance à se vautrer dans le contrôle, dans les routines, dans le biohacking de dev perso. Si vous voulez creuser là-dessus, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'appelle Comment ne plus devenir esclave de soi-même, où on développe ça en long et en large avec mon associé Timothée. Mais bref, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui bâtissent sur des fondations fragiles parce qu'ils ont besoin de se fuir, plutôt que de consolider leurs fondations par un travail d'introspection, de la thérapie et quelques principes de base d'hygiène de vie, avant de se lancer dans la guerre de l'entrepreneuriat. Parce que putain, c'est la guerre, quoi. C'est un sport de haut niveau. Ah vous voyez, j'avais oublié qu'il y avait une slide là-dessus, mais je vais commencer à vous le détailler avant. 3 réponses à un stress. La première, le combat. La deuxième, la fuite. La troisième, l'inhibition. La pire. Je vais vous expliquer après pourquoi c'est la pire. Ces 3 réponses-là, au moment de la phase d'alarme, quand le corps mobilise ses ressources, on a le choix entre les 3. Si on peut fuir ou combattre face à un stress, ça va mieux se passer pour nous. On va pas entrer en phase de résistance, on va pouvoir se défouler, on va pouvoir extérioriser, jusqu'à rencontrer un prochain stresseur, une prochaine source de stress, hein, bien sûr. Par contre, si on est en inhibition, parce qu'on n'a ni la possibilité de combattre, ni la possibilité de fuir, là, ça va être compliqué. Parce que toute l'énergie qu'on a mobilisée pour réagir à un stress va rester enfermée à l'intérieur du corps. On ne va pas être capable de l'extérioriser et ça va se retourner contre nous. Ça va provoquer tout un tas de dérèglements au niveau des systèmes cardiovasculaires, des systèmes hormonaux, nerveux, etc. Car, comme je cite tout le temps, comme le disait Henri Laborie, un système nerveux, c'est fait pour agir, pas pour réfléchir. Je regarde si j'ai bien terminé avec cette slide, puisque l'objet de la vidéo de base, c'était quand même comment gérer le stress quand on est entrepreneur et chef d'entreprise. Ce qui devrait vous sauter aux yeux, c'est que si on veut éviter de finir trop rapidement en phase de résistance et donc d'épuisement, il faut privilégier le combat ou la fuite. Et il faut éviter de se retrouver en situation d'inhibition. Bien souvent, les gens vont fuir le salariat pour éviter de se retrouver dans une situation d'inhibition où, par exemple, leur boss leur met la pression et eux, ils peuvent pas dire va te faire enculer parce que c'est leur boss et qu'en fait, ils ont un crédit sur une baraque ou alors ils sont pas à l'aise avec le conflit. Donc, ils vont s'inhiber, ils vont prendre sur eux. Et si ça dure pendant 20 ans, on se retrouve complètement rigide au niveau musculaire, au niveau des fascias, on se retrouve tendu, des douleurs dans la nuque, dans les trapèzes,
le diaphragme surtendu, la respiration complètement courte, le bas du ventre gonflé, etc. On est dans une posture de protection, de soumission pour se protéger. Et ça, c'est extrêmement destructeur pour le corps à long terme. Donc, on veut à tout prix éviter ça quand on est entrepreneur. Donc, on fait en sorte d'avoir des moyens de se défouler. C'est pour ça, à mon avis, que la course à pied, les sports de combat et encore plus à la mode, l'Aerox, sont très en vogue dans ces sphères-là, parce que les entrepreneurs, plus que les autres, ont un grand besoin de se désinhiber parce que ils travaillent trop. Ils sont en guerre. Et leur corps prend cher, en fait, tout simplement. J'enchaîne. Alors, le problème, c'est le débit. Ce schéma absolument dégueulasse que m'a fait OpenFlow, je vais essayer de vous le détailler, c'est un lavabo. L'idée, c'est d'imaginer qu'il y a 3 variables d'ajustement. Le robinet, plus ou moins ouvert, la taille du lavabo et le siphon pour évacuer l'eau. La taille du lavabo, c'est votre zone de confort. Plus elle est large, plus ça veut dire que vous êtes capable d'emmagasiner. Vous avez une capacité à supporter beaucoup de stress. La taille du lavabo, elle est en partie liée à des facteurs innés et liés à votre éducation, et en partie liée à des facteurs acquis. C'est le principe du développement personnel, c'est le principe du biohacking. Tout ça sert en majorité à faire grossir le lavabo. Faire grossir le lavabo pour augmenter votre capacité à encaisser du stress, à encaisser l'eau qui coule du robinet. Le problème, c'est que la plupart des gens ne se concentrent que là-dessus, et ils veulent tellement faire grossir le lavabo que le meuble vase qui finit par s'effondrer parce que c'est trop lourd. Ça s'appelle un burn-out. Moi, ce que je défends, c'est que plutôt que de se concentrer uniquement sur une variable d'ajustement, à savoir la taille du lavabo, il faut se concentrer également sur le débit d'eau qui sort du robinet, sur lequel vous avez aussi un pouvoir, et en gros, à quel point vous avez la capacité de vider le robinet pour éviter qu'il ne déborde. Pour éviter de devoir encore grossir le lavabo. En gros, si vous pouvez pas vider le lavabo, le seul moyen d'éviter qu'il déborde, c'est de faire en sorte qu'il grossisse. Si vous pouvez le vider, vous n'avez pas besoin d'élargir encore votre zone de confort et de vous optimiser, de vous suroptimiser encore plus grâce au biohacking pour tenir. Parce que le problème de la suroptimisation, c'est que vous devenez esclave de vos routines. Vous devenez dépendant de votre système, ce qui n'est pas résilient. Si demain, là, vous êtes entrepreneur, vous avez votre petite vie bien plan-plan, et vous avez des routines très strictes et rigides et bien rodées qui font que vous arrivez à tenir avec les exigences de votre quotidien et le stress que vous vous mettez dans la gueule, très bien. Mais le jour où vous êtes en vacances, en déplacement pro, que votre environnement, que le contexte y change, vous êtes en panique. Parce que vous n'arrivez plus à tenir vos routines, parce que les routines, c'est fragile. C'est chiant à tenir. Il faut de la volonté. Et la volonté, c'est pas illimité. Donc, vous n'êtes pas résilient. Et c'est pour ça que moi, je défends plutôt de supprimer toutes les règles, les routines et les dogmes, et de se concentrer sur les principes de base de l'hygiène de vie, d'intégrer quelques principes de base, d'en déduire ces quelques règles qui nous plaisent et qui sont peu contraignantes, avec lesquelles il y a beaucoup d'adhérences qui ne seront pas compliquées à garder, pour ne pas se faire dépendre d'un quotidien millimétré, ce qui est extrêmement dangereux et fragile. Petite allégorie, un être humain qui dépend de routines bien-être et santé extrêmement rigides pour se sentir bien, c'est l'équivalent d'un pays qui mise, on va dire, sur l'optimisation de toutes ses chaînes d'approvisionnement et de production pour nourrir sa population ou pour toute son économie. On a bien vu ce que ça donne dès qu'il y a un choc exogène, dès qu'il y a un peu de chaos, dès qu'il y a un signe noir, comme dirait Taleb. On l'a vu pendant le Covid, l'économie s'est effondrée parce que c'était trop fragile, parce que c'était suroptimisé. Donc la suroptimisation trouve vite ses limites et on a tendance à l'oublier. Pourquoi ? Parce que c'est très confortable de suroptimiser. Ça permet de mobiliser notre obsession du contrôle. C'est très confortable pour l'ego, c'est très rassurant, ça nous permet de mettre sous le tapis la peur de la mort, la peur de l'impuissance. Mais ça marche pas, c'est de la merde. C'est une méthode qui demande d'augmenter les doses en permanence et qui vous mènera droit dans le mur. Je peux vous en parler, j'en ai fait l'expérience. Et la plupart des gens qu'on a en accompagnement en ont fait l'expérience aussi. Après avoir fait parenthèse sur parenthèse sur parenthèse, je vais revenir à ce qu'on avait là sur la slide. 3 leviers d'action. Élargir le lavabo, très bien, ok, ça a des limites. Nos capacités d'adaptation sont immenses, mais elles sont pas illimitées, on n'est pas des super-héros. Savoir fermer le robinet quand c'est nécessaire, pour limiter le flux, et savoir ouvrir les vannes, savoir ouvrir le siphon pour évacuer. Ouvrir le siphon, ça revient à ce que je vous ai dit juste avant. Ça revient à avoir une activité sportive qui simule la fuite et ou le combat, et qui permet de décharger toute cette énergie par le mouvement. Et là aussi, on fait attention, on fait du sport de manière raisonnée. On ne va pas se faire dépendre de shoots d'adrénaline liés à 2 heures de crossfit chaque jour pour supporter notre quotidien. Non, ça devient contre-productif. Par contre, 3-4 fois du sport par semaine, un petit sparring, une petite course et tout, ça fait énormément de bien et ça permet d'évacuer l'eau du lavabo. Et pour ce qui est de fermer le robinet, identifiez toutes les sources de stress dans vos vies, tous les stresseurs. Il y a ceux dont vous avez parfaitement conscience. Un client qui vous casse les couilles, un marché ultra concurrentiel, avoir une boîte dans un pays qui vous pète les couilles et qui vous estime pas en tant que créateur de valeur et qui vous chie à la gueule. Évidemment, je pense à la France en premier.
Ça, c'est les sources de stress dont vous avez conscience, pardon. Et puis il y a toutes celles dont vous n'avez pas conscience. L'environnement dans lequel vous vivez, le bruit de l'environnement dans lequel vous vivez, le climat d'insécurité latent auquel on s'habitue, mais ça nous coûte quand même de l'énergie et de la vigilance. Ça peut être la pollution de l'air, ça peut être la pauvreté micronutritionnelle de vos aliments qui représente un stress pour le corps. Toutes ces choses-là dont on n'a pas conscience. Voilà. Quand on joue un petit peu sur ces 3 leviers, en appliquant quelques principes de base, de manière efficiente, de manière résiliente, eh ben le lavabo, il déborde pas. Le lavabo, il déborde pas. Et un très bon moyen aussi, à la fois de fermer le robinet et, j'allais dire de faire augmenter la taille du lavabo, mais c'est même pas ça, là. C'est plutôt de consolider le meuble vasque sous le lavabo pour qu'il puisse supporter un gros lavabo. C'est la thérapie. C'est un travail d'introspection, un travail sur l'émotionnel et un travail sur le psychosomatique. Les émotions, le cœur et le ressenti, l'instinct, le corps sont 2 portes d'entrée très importantes, indispensables dans un travail de thérapie, dans un travail d'introspection, dans un travail qui consiste à consolider ses fondations psychologiques. Et ce sont 2 terrains qui sont complètement désinvestis par les gens. Les gens surinvestissent le mental, le contrôle, la compréhension, l'intellectualisation. C'est très limité, ça. Ça n'est qu'un tiers du travail. Souvent, j'ai des gens qui ont fait tout ce travail qu'ils pouvaient faire eux-mêmes de compréhension de qu'est-ce qui leur arrive, comment ils fonctionnent. Et le jour où ils viennent faire une séance où on va un peu dans l'émotionnel, où on va un peu travailler sur le corps, sur les tensions mécaniques dans certaines zones, etc. Et ben là, il y a grosse décompensation. Là, il y a rire nerveux, il y a pleurs, il y a libération émotionnelle énorme, parce qu'il suffisait de faire sauter le bouchon, quoi. Voilà, très intéressant comme travail. Pas le travail le plus sexy, pas forcément le plus agréable, pas le plus vendeur, mais qu'est-ce que c'est salvateur. Et là aussi, je vous parle en connaissance de cause. Allez, j'enchaîne. Alors, le cortisol, le stress chronique, qu'est-ce que ça fait? Comment ça marche? Parce que ça a pas que des conséquences à long terme, telles que le burn-out et l'épuisement généralisé. Ça a aussi des conséquences à court terme. Et je vais me faire un malin plaisir de vous les énoncer, parce que peut-être ça vous permettra de vous rendre compte à quel point ça vous coûte très cher. Et d'ailleurs, plus on est coupé de ses émotions et de ses sensations, moins on se rend compte du prix qu'on paye, puisque on ne ressent pas. On est coupé du signal. C'est d'ailleurs à ça que ça sert, hein, le mécanisme de dissociation dans l'enfance. C'est un mécanisme de survie qui permet à l'enfant de survivre et qui permettra ensuite à l'adulte de survivre, tant bien que mal, hein, mais pas de vivre. Clairement pas. La vraie vie, enfin, le fait de simplement vivre, ça n'est pas incarné par beaucoup de gens, je pense. La plupart des gens sont en mode survie parce qu'ils sont traumatisés et qu'ils ont, à grand renfort inconscient de mécanismes d'adaptation, d'évitement et de dissociation, ils parviennent à rester sur leurs 2 jambes et à ne pas s'effondrer, mais c'est très fragile tout ça. C'est ça que j'entends par avoir des fondations fragiles. Donc le cortisol. Première étape, on perçoit un stress, pic de cortisol. Le corps se met en branle, il se prépare à réagir pour pouvoir survivre, en fait, ça sert à ça. Le stress nous permet de survivre, un peu comme l'ego. Oh là là, je peux pas m'empêcher de faire des parenthèses et des parenthèses, j'allais dire. L'ego, le stress, c'est pareil, il en faut un peu. S'il y en a pas, vous ferez rien et vous êtes mort. S'il y en a trop, ça se retournera contre vous. Donc première étape, pic de cortisol. Le problème de ça, c'est que quand cette énergie mobilisée n'est pas tout de suite mise à profit pour réagir par la fuite ou le combat, il va y avoir une suppression de l'immunité. L'inhibition de l'action, l'état d'inhibition de l'action, va avoir pour effet négatif, délétère, d'annihiler l'immunité, d'inhiber l'immunité, ce qui vous rend extrêmement sensible aux maladies du coup. Pareil, on a un effet inhibant sur la testostérone, donc ça vous concernera plus particulièrement vous les mecs qui me suivez. Qui dit baisse de la testo dit fatigue, dit baisse de la libido, dit baisse de la motivation, dit baisse de l'envie en fait, baisse du feu intérieur et baisse de la résistance au stress, paradoxalement. Donc on préfère éviter, et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait un post, je crois il y a pas longtemps, une petite vidéo où je disais tout le monde est obsédé par, tous les mecs veulent absolument augmenter leur testo et du coup ils veulent faire plein de trucs, faire, habitude, machin, manger ci, manger ça, s'étirer, respirer. Arrêtez vos conneries, oui c'est bien tout ça, mais le premier levier, le premier facteur c'est de faire baisser votre stress. De ne pas être en stress chronique permanent, c'est d'avoir des moments de votre journée où vous êtes vraiment en train de vous reposer. Ce que quasiment plus personne ne s'autorise aujourd'hui, et ce qui est devenu un luxe ultime, hein, parce qu'aujourd'hui, la plupart des fois où vous pensez être en train de vous reposer, en fait vous n'êtes pas en train de vous reposer, vous êtes toujours en train d'être stimulé cognitivement avec votre téléphone ou quoi que ce soit. Autre effet en cascade, blocage de la sécrétion de mélatonine, donc fragmentation du sommeil, perturbation du sommeil, réveil nocturne, etc. Enfin, clairement, réaction en chaîne. L'humain n'est absolument pas conçu pour fonctionner à des niveaux de cortisol élevés de manière linéaire et permanente.
Vraiment pas. Ça fout le bordel partout. Il m'a mis une stat, plus de 37% de cortisol si la nuit est trop courte, cercle vicieux, oui, c'est ce que je viens de dire en fait. Je vous fais pas un dessin. Je vous renvoie à la vidéo 1 heure pour apprendre à se reposer, à performer. Je développe tout ça. Tu n'es pas workaholic, tu es accro à l'adrénaline. Tiens, je prépare une vidéo dédiée à ça d'ailleurs, mais je vais en toucher un mot là dans celle-là. Ce n'est pas que tu as besoin de bosser 15 jours par jour, c'est que tu ne sais plus t'arrêter. C'est très vrai. Les mecs qui me disent je suis accro au travail, non. On est addict à quelque chose qui vient combler un déséquilibre. C'est pour ça que vous m'entendrez souvent dire une addiction n'est pas mauvaise en soi. Poser une balance négative sur l'addiction, c'est déjà passer à côté d'une partie de l'information, c'est ne pas mettre toutes les chances de son côté pour comprendre ce qui se joue. Si vous êtes addict à quelque chose, ça veut dire que sans ce quelque chose, vous êtes dans un état de déséquilibre. Et il vous manque quelque chose. Et l'addiction vient combler un déséquilibre. Ça peut être par exemple une addiction qui vient combler un déficit dans un neurotransmetteur. Par exemple l'ocytocine, la sérotonine ou quoi. Il me semble que l'addiction au cannabis, au THC, vient combler le déficit de sérotonine et ou d'ocytocine. Intéressant, n'est-ce pas? Ça peut être une addiction qui vient combler un déficit de dopamine, un déficit d'adrénaline, enfin, qui vient combler quelque chose que vous n'avez pas parce que votre mode de vie ne vous convient pas finalement. Donc, l'addiction, en fait, vous permet de tenir et ne pas péter un câble en attendant que vous ayez modifié votre contexte de vie et votre rythme de vie ou que sais-je, ou vos fréquentations, votre contexte de travail, le domaine dans lequel vous travaillez, peu importe. Donc, si vous êtes accro au travail, c'est que, comme à peu près tout le monde, il y a un vide intérieur, vous êtes plus ou moins dissocié de vous-même, vous avez besoin de vous fuir d'une certaine façon parce que être au contact de vous-même, être juste là, présent à vous-même dans l'instant présent, c'est trop inconfortable parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été résolu. Et peut-être que vous avez choisi comme addiction plus ou moins inconsciemment le travail parce que c'était ce qui avait le plus accepté socialement, parce que c'était peut-être aussi ce qui permettait de combler vos besoins de base et de pas crever la gueule ouverte et de vivre sous un pont parce que vous avez, et heureusement pour vous, un peu trop d'amour propre et d'estime de vous-même pour ça. Et bravo, parce que c'est quand même la base. Mais ça n'empêche que c'est une addiction comme une autre et un moyen de se fuir comme un autre. Et c'est aussi une question d'âge aussi. Hein. À 15 ans, c'est acceptable d'être accro à LoL, à n'importe quel jeu vidéo. À 20 à 25 ans, quand on est face à nos responsabilités d'adultes et qu'on a compris qu'on vit pas dans le monde des bisounours et que le socialisme c'est de la merde et que ça fonctionne pas, et que ça revient à déshabiller Paul pour habiller Jacques, eh ben on se prend en main et on trouve une addiction qui paye. Voilà. Le problème, c'est quand cette addiction nous détruit et qu'on le fait au sacrifice de soi. Je digresse pas mal aujourd'hui, hein, ce sera toujours comme ça, faut vous habituer. Deuxième point, le stress chronique. Le stress produit de l'adrénaline et de la dopamine, ton cerveau y est conditionné. Ben oui, c'est agréable. On aime bien carburer à ça, on aime bien cette stimulation, ce petit shoot là, ce truc qui fait qu'on se sent vivant quand on est stressé. D'ailleurs, la vidéo que je prépare, ça va s'appeler Tu es accro au stress. Et du coup, quand il n'y a plus d'urgence, quand il n'y a plus ce sentiment d'urgence et de stress, on se sent vide en fait. On s'emmerde. C'est creux, on se fait chier, la vie est terne. Et donc, même si consciemment on se raconte des histoires du style moi je veux de la liberté, moi je veux être tranquille, moi je veux être entrepreneur, machin, je veux une petite vie tranquille, etc. Si intérieurement, ce qui va vous brosser dans le sens du poil au niveau affectif, c'est tout l'inverse, c'est par exemple avoir du stress, de la stimulation et des problèmes, eh bien, vous allez toujours réussir à vous mettre dans des situations compliquées et vous n'allez jamais réussir à vous créer une situation vraiment confortable et abondante. Parce que même si c'est ce que vous vous racontez depuis votre intellect, depuis votre petit ego, intérieurement, c'est pas ce que vous voulez. Vous n'êtes pas aligné à ce niveau-là. Ça aussi, c'est quelque chose que je retrouve très souvent, que j'ai incarné moi-même pendant des années, jusqu'à il y a assez récemment. On se raconte qu'on veut quelque chose et intérieurement, on veut tout l'inverse. Et on incarne tout l'inverse. Et inconsciemment, on fait tout pour finalement se retrouver dans une situation diamétralement opposée à ce qu'on dit vouloir. Puis après, on se dit, oh là là, je m'auto-sabote, c'est terrible. Oui, absolument. Et du coup, dernière étape, le stress est devenu ta drogue et c'est socialement valorisé. Oui, c'est socialement valorisé et c'est un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le no pain no gain, le no pain no gain, le fait de se faire mal pour avancer, de se faire mal pour progresser, l'obsession du progrès, l'obsession de la performance, tout ça est devenu non seulement normal, mais c'est devenu ultra valorisé. C'est même devenu quelque chose qui se market facilement et qui se vend facilement. Même si souvent il y a le biais du survivant qui vient nous illusionner complètement et pour 1000 mecs qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat, qui ont tout sacrifié pour réussir, il y en a 990 qui se sont cramés complètement et qui n'ont rien réussi du tout, qui n'ont pas gagné un euro à l'arrivée de Benef, et il y en a 10 qui ont gagné de l'argent, qui ont réussi, et comme les 10 là, ils ont créé un compte Insta et qui font des vidéos pour dire regarde, comme j'ai tout sacrifié, comme j'ai bossé comme un acharné, regarde comme j'ai réussi, tu peux faire pareil pour tel prix, et on pense que ça marche vraiment. Mais en fait, statistiquement, non, pas du tout.
Et tout ça fait que aujourd'hui, le monde dans lequel on vit valorise ça. Je sais plus où j'avais dit ça, mais une société composée d'individus traumatisés et dysfonctionnels ne peut qu'être, elle aussi, dysfonctionnelle. Et pour bien intégrer ça, il faut intégrer des principes de systémique et considérer que l'humain est un système complexe qui s'inscrit dans un système plus complexe. Quand on prend du recul, on considère que les humains sont des sous-systèmes qui interagissent entre eux et qui font fonctionner un système à une échelle d'organisation plus vaste, en l'occurrence une entreprise, une famille, une ville, une société, un pays, peu importe. Et donc, on va dire, une population ne peut être qu'à l'image des individus qui la composent majoritairement. Claude a noté à 15 ans, on fuit dans les jeux vidéo, à 20 ans, on fuit dans le travail. Bah oui, beaucoup plus facilement accepté socialement de dire je travaille 15 heures par jour, regardez comme je suis un tryharder, plutôt que de dire ah bah je passe 15 heures par jour sur LoL, ma vie est cool. Bah non, là tu passes pour un loser. Terrible. D'ailleurs, il y a énormément d'anciens joueurs de LoL et de jeux comme ça qui stimulent la réflexion et la stratégie, qui deviennent de bons entrepreneurs. En tout cas, de bons entrepreneurs au sens où des entrepreneurs qui ont du résultat. Bien souvent, on ne questionne pas ce que ça leur a coûté d'obtenir ces résultats. Là encore, je vous renvoie à la vidéo Comment ne plus être esclave de soi-même, dans laquelle on fait la différence entre la réussite et l'aliénation de soi. La réussite étant le fait de bâtir de la liberté à l'extérieur, financière et géographique, tout en conservant sa liberté intérieure. Alors que l'aliénation de soi, qu'on confond aujourd'hui avec la réussite, correspond au fait de bâtir de la liberté à l'extérieur en ayant sacrifié toute forme de liberté intérieure, en étant devenu l'esclave de soi-même. Vraiment, cette vidéo elle est très importante, je vous y renvoie. Let's go, on continue. J'en suis à la 10, il y a 13 slides. Le prix réel du stress chronique. Oh, quelques symptômes. Sommeil cassé, libido disparu, brouillard mental, digestion éclatée, un problème de digestion, cheveux qui tombent. Bah oui, qui dit stress chronique dit stress oxydatif, vieillissement prématuré, oxydation, déminéralisation du corps. Donc les dents s'abîment, les cheveux tombent, les ongles s'abîment. Mauvaise décision, bah oui, la capacité à prendre des bonnes décisions dépend de l'énergie qu'aura à disposition votre cerveau, votre cognition. Et si l'énergie vient à manquer, il y aura pas assez de glucose à brûler pour réfléchir et prendre des bonnes décisions. C'est une évidence. Pour comprendre ça, c'est génial ce que je peux renvoyer à chaque fois. Je peux vous renvoyer à des vidéos qu'on a faites pour comprendre ce que je viens de dire là, pour comprendre en fait en quoi la santé est régie par les lois de la thermodynamique, de même que l'économie. Il faut aller voir la vidéo qu'on a faite avec Timothée, qui est sur sa chaîne cette fois, vidéo sur la thermodynamique. Ensuite, immunité en berne, on a déjà vu, c'est la conséquence de l'inhibition de l'action, et pas tant directement du stress, plutôt de l'inhibition de l'action. Donc si vous avez un mode de vie très stressant, mais que vous extériorisez correctement, normalement, votre immunité sera bonne. Et vieillissement accéléré, bah ça rejoint les cheveux qui tombent. En fait, c'est comme une voiture. Être en stress chronique tout le temps, ça reviendrait à rouler en sur-régime tout le temps. Si vous roulez à haut régime et que vous montez haut dans les tours tout le temps, vous consommez plus de carburant et la voiture vieillit plus vite. Bah chez nous, c'est encore pire parce que je vois énormément de gens qui roulent haut dans les tours et pour autant, ils consomment plus de carburant, mais c'est pas pour autant qu'ils vont mettre plus de carburant dans la machine. C'est pas pour autant qu'ils vont faire attention à amener plus de nutriments de bonne qualité, plus de sommeil, plus d'oxygène. Souvent, ils font même le contraire. En fait, comme ils commencent à fatiguer, mais qu'ils refusent leur impuissance et ils veulent continuer à surperformer, ils vont aller sur YouTube, ils vont chercher, et ils vont voir des vidéos qui leur disent que s'ils se sentent fatigués le matin, qu'ils n'arrivent pas à se réveiller, il faut prendre une douche froide et faire un jeûne intermittent. À savoir l'inverse de ce dont ils ont besoin à ce stade d'épuisement. Donc ils vont faire ça, ils vont aggraver leur cas, ils vont creuser encore plus leurs dettes. C'est un peu comme si vous étiez la France. En 2007, vous avez 1000 milliards de dettes et vous vous dites, tiens, la France fatigue, la croissance est en berne, que faire? Plus de socialisme. Ah oui, plus de socialisme, plus de taxes, on va plus emprunter sur les marchés, on va pas baisser les dépenses de l'État. Ouais, c'est une super idée. 20 ans plus tard, 3500 milliards de dettes et le pays va droit à la faillite. C'est pareil pour vous. Si vous êtes déjà dans un état d'épuisement parce que vous avez mal géré le stress jusqu'à aujourd'hui et que vous n'avez pas honoré vos besoins, parce que honorer vos besoins, ça permet de faire rentrer de l'énergie dans le système pour ensuite la transformer et la mobiliser pour performer cognitivement et physiquement. Si vous n'avez pas fait ça, vous allez droit dans le mur, vous allez droit vers la faillite énergétique parce que votre dette énergétique est trop élevée, beaucoup trop élevée. Et vous voyez, un burn-out, c'est l'équivalent d'une grande dépression économique pour un pays. Ça remet les compteurs à zéro. Ça implique une phase extrêmement douloureuse de parfois quelques années. C'est un peu comme dans les années 80 quand Volcker a mis les taux à 20% après le choc pétrolier.
Le mec, il est arrivé, il a dit, bon, on met les taux d'intérêt à 20%. L'économie était à l'arrêt net. Il a stoppé l'hémorragie, il a stoppé l'inflation. Ça a été très très dur, à mon avis, pour beaucoup d'Américains pendant quelques années, mais ça leur a permis de repartir sur de bonnes bases. Un burn-out, c'est ça. Vous ignorez les signaux faibles. Un beau jour, vous n'arrivez plus à vous lever de votre lit. Et vous pouvez même plus bosser. Et là, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est rien foutre pendant 6 mois. C'est vous reposer au maximum, ne pas sursolliciter votre système et ne pas essayer de performer, parce que de toute façon, vous n'en avez pas des capacités. Et si vous voulez éviter ça, faites de la prévention. Surveillez vos dépenses d'énergie, tout comme la France aurait dû surveiller ses dépenses et les dépenses de l'État. Surveillez vos dépenses d'énergie, misez sur l'efficience, sur la résilience, optimisez vos process, mais sans vous perdre dans des détails inutiles, et plutôt en comprenant les principes premiers. Par exemple, les principes premiers de la santé, c'est de comprendre que intervenir, c'est souvent contre-productif, et que l'organisme est merveilleusement autorégulé de base si on le laisse tranquille et si on lui en laisse les capacités. Et donc ne pas intervenir et laisser l'organisme s'autoréguler, de la même manière qu'un pays, pour fonctionner économiquement, a besoin d'un vrai libéralisme, d'un non-interventionnisme, et Milei en Argentine est en train de le prouver, contrairement à ce que disaient tous ces détracteurs et tous ces abrutis de socialistes qui comprennent rien. En fait, eux, s'ils avaient eu quelques notions de biologie et de sociologie, ils comprendraient pourquoi leur vision de l'économie est tronquée. Mais bref, je m'égare. J'ai pas été au bout de cette parenthèse, mais je vais m'arrêter là parce que ça fait un peu long. Tiens, 75 à 90% des consultations médicales sont liées au stress. Je sais pas où il est allé chercher cette stat, mais en vrai, c'est pas déconnant, hein, parce que, en fait, c'est comme si je disais 75 à 90% des admissions chez les garagistes des voitures sont dues à une mauvaise utilisation ou à des accidents. En fait, quand vous êtes stressé chroniquement, tous vos sous-systèmes nerveux, digestifs, hormonaux, musculo-squelettiques dysfonctionnent. Et donc, tous les symptômes, toutes les maladies, ou une grande majorité de ces symptômes et de ces maladies, peuvent découler directement d'un stress chronique mal géré, en fait, du fait de vivre au-dessus de vos moyens. Et puis le parallèle avec l'accident, en fait, si vous êtes trop stressé chroniquement, vous pouvez avoir des fractures de fatigue, vous pouvez rater une marche, vous pouvez vous endormir au volant, vous pouvez prendre des mauvaises décisions en cascade et mettre votre boîte en faillite, vous pouvez finir par vous faire virer. En fait, ce genre d'accidents de la vie peuvent aussi être la conséquence d'un effet cumulé négatif après des épisodes de stress chronique. Donc oui, cette stat, elle tient. Voilà. Ah, question importante, qui selon moi conditionne tout le reste. Tout ce que tu construis dans ta vie, ton business, ton réseau, ton patrimoine, ta carrière, ta famille, ton image, ta réputation, ton prestige, est-ce que tu le construis par désir de réussir, par désir d'aller dans une direction, ou est-ce que tu le construis par peur de perdre et par peur tout court et par volonté de fuir quelque chose qui te fait peur? Ça n'a rien à voir. Dans le premier cas de figure, tu construis depuis ce que je vais appeler un plein de soi. Dans le deuxième cas de figure, tu construis depuis un vide de soi. Tu es drivé par un vide de soi. Et parfois, malheureusement, ce qui va se passer, c'est que le fait de fuir ce quelque chose qui te fait peur, ça va être plus important pour toi, ça va avoir plus de valeur que la valeur que tu t'attribues. Et donc, le fait d'arriver à l'objectif en fuyant ce que tu veux fuir, ça va être plus important pour toi que toi-même. Et donc, si je te dis, tu peux y arriver en te sacrifiant, tu vas dire, ok, deal, mais le prix est beaucoup trop élevé. Et malheureusement, si t'as pas construit une vraie estime de toi, tu t'en rends pas compte. Et si t'as pas fait un travail de fond pour consolider tes fondations, pour travailler sur tes peurs et tes insécurités, alors il y a de bonnes chances que tu sois drivé par cette peur. Et pour moi, c'est pour ça que je dis que le travail de fond, il est là. C'est que si tu travailles sur cette peur et que tu l'estompes, je dis pas la faire disparaître parce que c'est prétentieux et je suis même pas sûr que ce soit nécessaire, mais ne serait-ce que si tu l'estompes, tu seras moins drivé par ça. Tu auras plus d'espace, plus d'énergie disponible pour trouver ton vrai désir, vers quoi est-ce que tu veux aller plutôt que de te focaliser sur ce que tu veux fuir. Et donc, tu auras moins tendance à te sacrifier. Tu vas apprendre à prendre vraiment soin de toi, à honorer tes besoins, à te reposer quand c'est nécessaire. Et donc, il y a beaucoup moins de chances que tu finisses dans un état d'épuisement irrémédiable et donc en burn-out. Et donc, qu'au final, tu doives payer une addition extrêmement salée. Parce que peu importe ton mode de fonctionnement et comment tu te traites, si tu vis à crédit, si tu creuses ta dette d'énergie, à l'arrivée, la vie va te présenter l'addition, en fait. Il n'y a pas de taxi basket, là. Il n'y a pas de vie basket, ça n'existe pas. Bien qu'on essaie de nous le vendre en ce moment. C'est la promesse du transhumanisme. Moi, je pense que cette promesse, elle est extrêmement prétentieuse. Et je sais que j'aurai des détracteurs là-dessus. Bref, je continue, il me reste que 2 slides.
Bah, c'est un petit peu ce que je viens de développer. Le problème, c'est l'ordre. Ce que font la plupart des gens, business first, performance à tout prix, santé mentale si j'ai le temps en option. Le bon ordre, fondation psychologique en premier, à consolider, en se faisant accompagner. Et non pas en étant encore dans cette logique de tout faire tout seul, de toute puissance, en faisant du breathwork et de la prise de psychédélique. Hein, ça joue à la loterie. Peut-être que par chance, ça va ouvrir dans votre subconscient uniquement les portes qui sont prêtes à être ouvertes, uniquement les traumas. Peut-être que ça va faire remonter à la surface uniquement les traumas que vous êtes prêts à digérer, mais peut-être pas. Peut-être que ça va faire remonter des trucs tellement sales que vous aviez soigneusement mis sous le tapis pour de bonnes raisons, que ça va vous retraumatiser par le dessus trauma. Et vous allez vous effondrer, vous allez finir en hôpital psychiatrique. Comme on vit dans un pays de fous furieux, une fois que vous êtes en hôpital psychiatrique, bon courage. Je pense que là, votre vie, elle est finie. Là, c'est game over. Il n'y a pas de respawn. Donc, il faut à tout prix éviter ça. Hygiène de vie et récupération. Bah oui. Comprendre quelques principes de base de l'hygiène de vie, de l'énergie, pour honorer ses besoins. Quelques principes de récupération. Là aussi, je vous envoie à mes 2 vidéos, 1 heure pour comprendre la nutrition et 1 heure pour comprendre les principes de base du repos et de la performance. Et enfin, une fois qu'on a consolidé ces fondations et qu'on a posé des bases, construire depuis un espace stable, construire depuis son vrai désir, construire non plus en fuyant quelque chose, mais en allant vers ce qu'on désire. Ça paraît con, mais ça n'a rien à voir. Petite phrase, la sécurité que tu cherches à l'extérieur n'existera pas si tu ne l'as pas d'abord à l'intérieur. Ben oui, et c'est comme les relations. Tu ne peux pas être épanoui dans une relation et ne pas sombrer dans la dépendance affective si tu n'es pas déjà bien avec toi-même, si tu n'es pas déjà comblé avec toi-même et si tu ne t'aimes pas déjà suffisamment. Et ça paraît très très con dit comme ça, mais c'est rare les gens qui s'aiment. Hein. C'est rare les gens qui ont une vraie estime d'eux-mêmes et qui s'aiment vraiment. C'est très rare. Voilà. Et enfin, si tu veux qu'on regarde ensemble ta situation, soit tu me connais, tu connais le process, soit tu me découvres avec cette vidéo, tu le connais pas encore. Moi, avec mon associé, mon travail aujourd'hui principalement, c'est d'aider des mecs, et des femmes aussi, mais surtout des mecs, à se réconcilier avec eux-mêmes, à faire ce travail de fond, de consolidation de leur fondation, à apprendre à poser des bonnes bases, efficientes et résilientes, à ne plus se faire dépendre d'un système rigide et obsessionnel, à sortir de l'obsession du contrôle, à arrêter de culpabiliser, d'avoir honte et de carburer à ça, à arrêter de se traiter comme de la merde, à arrêter de se traiter comme des esclaves, et à se réaligner. On travaille principalement avec des profils qui sont entrepreneurs, mais pas que. Moi, les critères qui sont importants pour moi, c'est que tu aies bien intégré le principe de responsabilité individuelle. De toute façon, si tu es arrivé à la fin de cette vidéo, c'est que tu l'as intégré. Que tu t'intéresses, que tu sois vraiment curieux, que tu t'intéresses vraiment à la santé physique et mentale, que tu sois prêt à t'investir financièrement, que tu sois prêt à t'investir en temps et en énergie, que tu sois là pour mouiller le maillot, que tu saches dans quoi tu t'embarques et que tu en aies vraiment envie, parce que c'est pas le travail le plus agréable, même si c'est le plus salvateur à long terme. Et que, quoi d'autre comme critère? Que tu sois pas socialiste. De toute façon, le raccourci de ouf. Pour moi, quelqu'un qui croit au socialisme, c'est quelqu'un qui n'est pas encore totalement adulte et qui aurait particulièrement besoin de faire ce travail, mais qui souvent n'en aura pas envie. C'est souvent le mec qui a besoin de faire le travail, mais qui ne veut pas se rendre compte qu'il en a besoin, parce que s'il se rendait compte qu'il en avait besoin, ça mettrait une énorme claque dans tous ses conditionnements et surtout les piliers sur lesquels il s'est construit. Enfin voilà, je pense que tu as compris un petit peu l'idée, je pense que tu as compris le genre de profil avec qui nous on aime bosser, avec qui on peut bosser, c'est quand même important pour nous, on n'est pas là pour souffrir, ok. Donc, pour voir si on peut bosser ensemble, et puis aussi en apprendre plus sur toi et ton rapport au stress et tout, toujours la même chose, il y a un seul lien en bio, c'est le même lien en commentaire épinglé, t'arrives sur mon lien Tapit où il y a tous mes liens, là tu cliques sur faire le diagnostic à Doméos, ça va te poser plein de questions pour un petit peu te montrer à quel point est-ce que tu peux te mentir à toi-même sur toutes ces questions-là. Et ensuite tu recevras tes résultats sur WhatsApp. Et puis là tu verras, tu auras la possibilité de voir une petite vidéo dans laquelle j'explique plus en détail ce qu'on fait, avec qui on bosse, et tu pourras, si tu le souhaites, réserver un call avec moi pour échanger directement et qu'on puisse voir si on peut bosser ensemble tout simplement. Voilà, j'ai fait le tour. Je te laisse là-dessus. N'oublie pas de t'abonner, liker, commenter, surtout si t'es pas d'accord. N'oublie pas d'aller voir le podcast Sous Pression, d'aller checker ce que fait Timothée. Et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.